tous, très heureuse de vous retrouver pour cette émission spéciale consacrée à la colonisation. Je suis actuellement au sein du musée des civilisations d'Abidjan. Avant de rejoindre mes invités, je vous propose d'écouter les explications d'Ely Loussouko. La colonisation est un terme bien ancré dans la conscience collective africaine. Après l'abolition de l'esclavage, des peuples occidentaux envahissent, assujettissent et dominent l'Afrique entre la fin du 19e siècle et la deuxième moitié du 20e siècle. Comment en est-on arrivé là? Du 15 novembre 1884 au 26 février 1885, la conférence de Berlin est organisée par le chancelier allemand Otto von Bismarck. À cette réunion, les puissances impérialistes définissent les règles de la colonisation de l'Afrique, notamment la navigation et le commerce extérieur. Pourquoi les Européens se lancent-ils à la conquête du continent noir? À la fin du XVIIIe siècle, au Royaume-Uni, la première révolution industrielle engendre un besoin croissant de matières premières. Les Occidentaux sont obligés de trouver un marché porteur pour évacuer leur production colossale. Ils doivent également se ravitailler en matières premières agricoles et minérales suffisantes pour alimenter leurs besoins monstrueux d'industrie. Un autre problème majeur, la population européenne ne cesse de croître. Il est donc impérieux de trouver des terres fertiles pour y reverser le surplus afin de maintenir l'ordre dans les États impérialistes. La survie de l'Europe dépend donc de l'exploration de nouveaux territoires. Il n'y a pas de temps à perdre. Au nombre des conséquences de la colonisation, le transfert des technologies des nations européennes vers les colonies, la déconstruction du modèle de gestion africaine et l'imposition d'un nouveau système politique et culturel occidental à ces peuples indigènes. À l'heure de la célébration de plusieurs décennies d'indépendance de ces anciennes colonies et de l'écho retentissant du débat panafricain, la colonisation a-t-elle été finalement positive ou négative pour l'Afrique? Merci Élie. Bonjour messieurs. La tenue, effectivement, nous sommes au musée. Alors pour évoquer le colonialisme et ses conséquences, je suis en compagnie d'Arthur Banga, historien des relations internationales. Bonjour et bienvenue. Bonjour Fatim et bonjour à tes téléspectateurs. Et du docteur Lyle Nicaise-Nielvin, sociologue. Bonjour et merci d'être présent. Bonjour Fatim. Messieurs, première question, est-ce que vous avez déjà visité le musée des civilisations d'Abidjan? Oui, mais avant sa rénovation, parce que là, je suis vraiment impressionné par l'organisation. On sent un parcours qui nous fait découvrir toute l'histoire, toute la culture ivoirienne. Vraiment, je conseille aux gens de venir parce que en 30-45 minutes, voire 1 heure de temps pour ceux qui aiment déguster, on en a plein sur la culture ivoirienne. Et vous, docteur Lyle? Anciennement, oui, mais depuis que je suis sociologue, non. Mais j'avoue que je suis agréablement surpris parce que pour nous, sociologues et anthropologues, ce sont les racines de l'homme. Et ici, la diversité culturelle est respectée. Et déjà, à travers les proverbes, vraiment, j'exhorte tous les étudiants à venir s'imprégner de nos arts et cultures. Alors, j'en profite pour dire aux téléspectateurs que le musée va réouvrir le 1er août. Alors, Arthur Banga, pouvez-vous nous dater le colonialisme en Afrique, tout en rappelant rapidement, finalement, la nature des relations entre l'Occident et l'Afrique avant cette période? Bon, on est à la fin du 15e siècle, début 16e siècle. Les Occidentaux vont vivre ce qu'on appelle les grandes découvertes, donc notamment les avancées en termes de navires vont leur permettre de dépasser leur continent et d'agrandir leur connaissance du monde, de découvrir un nouveau, entre guillemets, nouveau pour eux, nouveau monde avec l'Amérique latine, mais aussi avec l'Afrique. Parce que Henri le Navigateur, qui est l'un des infantes les plus importants du Portugal, va financer des recherches qui vont arriver sur les côtes de l'Afrique à partir du XVIe siècle. Voilà. Les premiers contacts sont d'abord des contacts de commerce, parce que les Occidentaux viennent avec des produits, ils en reprennent.
et le déficit de main-d'œuvre sur le continent américain va nous emmener vers l'esclavage. Voilà, ce serait d'abord des relations sur les côtes. Et à partir du XVIIIe siècle, il va y avoir la pénétration à l'intérieur qui va donner plus tard naissance à la colonisation, qui va permettre justement à ces Occidentaux de pouvoir prendre possession, imposer leur administration, leur domination sur le continent africain. Voilà, résumé ces 4 siècles d'histoire qu'on peut avoir. Je vais rebondir sur le mot de domination pour vous demander, Dr Lille, puisque finalement l'esclavage et l'impérialisme ont précédé la doctrine coloniale, impérialisme vient du latin imperium qui signifie dominer. Est-ce que la domination d'un peuple sur un autre est inhérente à l'histoire de l'humanité? Bien, je pense qu'on ne pourrait pas véritablement répondre de manière univoque à cette question. Il faudrait plutôt regarder la représentation que chaque culture a à l'homme. Est-ce que l'homme est naturellement bon ou est-ce que l'homme est naturellement mauvais? Si on se fie à la culture occidentale, on dirait que la domination est inhérente à l'homme, pour eux. C'est pour ça que Hobbes dit l'homme est comme un loup pour l'homme. C'est pour ça que Rousseau nous dit que à l'état de nature, c'est des hordes, c'est des barbares, et c'est dans le contrat social que nous devenons humains. Et donc pour eux, l'homme est mauvais a priori. Voyez-vous, même en français, c'est symptomatique, c'est de la taxinomie. On dit un étranger. Étranger, c'est étrange. Et vous voyez ce que ça colporte déjà, la relation à autrui. Pensez que autrui m'empêche de m'épanouir. Sinon, si on revient à la grande culture africaine, on verra que l'homme n'est pas mauvais, l'homme a sa place. En Afrique, l'étranger est un envoyé de Dieu. L'autre peut exister sans me menacer. Voyez-vous, toute la culture, la psychanalyse, la psychologie occidentale est basée sur les relations de lutte. Polémos, la lutte entre le parent et l'enfant. L'enfant dit que le parent le domine, le mari dit que la femme, etc. Tout est lutte en Occident. Mais en Afrique, ce n'est pas ça. Tout est plutôt consensuel, réfléchi. Donc, dire tout de go que c'est la domination ou pas, dans le règne occidental, oui, tout est prédocratique. C'est dominer ou être dominé. Se poser en s'imposant. La relation à l'autre n'est jamais une relation calme, facile et saine. C'est toujours une relation de lutte. Si vous ne mangez pas, on vous mange. Voilà pourquoi nous parlons de relations de culture prédocratique et mortifère. Attention à ne pas trop caricaturer aussi, parce que les guerres sur nos continents, les oppositions entre peuples sur nos continents, la domination sur nos continents, même en Afrique, aussi existé. Et puis, c'est vrai qu'il y a des penseurs comme Thomas Hobbes, mais pendant longtemps, la culture occidentale s'est réclamée, par exemple, chrétienne, ou le pardon, l'humilité. Je vais dire quand même, il y a beaucoup de domination, de conflits dans l'histoire de l'humanité, mais être si catégorique et si dire, il faut quand même... Mais peut-être qu'il veut nous dire que l'Occident a dominé le reste du monde par rapport à l'Afrique. Il y a les relations entre individus et puis il y a l'impact collectif. Allons même dans le christianisme. On connaît l'Inquisition. Au nom même du christianisme, on a énormément tué. Ce qui est antithétique à la doctrine. Mais je veux dire que dans les cultures africaines, on tue aussi. Non, j'ai dit la relation... On tue dans les cultures africaines. Il ne faut pas présenter les cultures africaines comme des cultures 100% pacifiques. Il ne faut pas présenter l'Afrique comme un territoire où il n'y a pas eu de guerre, où il n'y a pas eu de conquête, où il n'y a pas eu de domination de peuple. Si, ça existait. C'est là que je dis qu'il faut bémoliser, il ne faut pas rentrer tout de suite dans ce clash entre une pensée occidentale et une pensée africaine. Non, on retrouve la guerre. Pour être historien de la guerre. Partout il y a des hommes, partout il y a ce rapport de force. Oui, clairement. Ce que je veux dire, rapport de force, oui. Autour de quoi? Voyez-vous, si nous convoitons une terre en Afrique, on va rentrer en conflit. Nous convoitons une femme, nous allons rentrer en conflit. Quand il y a des objets que tout le monde désire, naturellement, de manière universelle, nous rentrons en guerre. Mais on parle de relation à l'altérité. Est-ce que l'homme, en tant que tel, on le voit comme une menace ou bien quand on le voit comme quelqu'un qui pourrait être pacifique? Mais ça s'appelle la cosmogonie. Quand l'Africain, on vous dit, c'est un étranger, la manière dont nous traitons l'étranger dans la cosmogonie, mais je n'ai pas dit que c'est systématiquement tous les Africains qui sont pacifique, ce qui n'a pas de sens. La généralisation est dangereuse et excessive. Et ça veut dire que ce n'est pas tous les Blancs qui sont spécifiquement agressifs.
mais on parle plutôt dans la cosmogonie de tendance. Quand on dit dans la culture occidentale étranger... Comment ça se dit étranger en Tagbadan, par exemple? On dit Nambongo. Ça signifie? Nambongo n'a pas de traduction spécifique. Mais c'est ça déjà, veut dire... C'est déjà une faiblesse en soi. Voilà. Oui, mais non, quand je l'ai dit, non, mais quand on dit Nambongo, c'est comme quelqu'un qui n'est pas d'ici. Ça rejoint un peu l'allemand. Il y a cette différence qui existe. Mais n'empêche voilà, que... donc Non, la différence pourquoi je vous le dis de étranger, il n'est pas d'ici. Donc il y a toujours ce... Regardez l'anglais. Parce que l'anglais a les deux. Quelqu'un qui n'est pas d'ici peut être étranger. Non, il peut être étranger, non. L'anglais a foreigner, qui veut dire venu d'ailleurs. L'allemand dit Auslander, quelqu'un qui vient d'ailleurs. Et strange, qui veut dire étrange. Vous voyez, quand les deux mots existent, ça veut dire que la nuance est là. D'accord. Alors revenons à notre débat, même si je trouve qu'on a quand même débuté avec cette étymologie, hein, quelque part. L'esclavage et le colonialisme ont perduré dans le temps, fort longtemps. Qu'est-ce qui a favorisé la longévité de ces deux pratiques, selon vous? D'abord, la supériorité technique qu'on a eue pour l'esclavage et même pour la colonisation, mais au-delà, ce que ça apportait comme richesse aux nations esclavagistes. Parce que, voyez-vous, exploiter l'or de l'Amérique latine avec les bras valides de l'Afrique noire ont permis à l'Europe d'emmagasiner une richesse incroyable entre le 16e jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Donc, ils étaient dans une position où eux, ils profitaient vraiment de ce système et ils ont tout mis en place, supériorité technique aidant à s'imposer. C'est vrai, on peut parler quelquefois dans nos traditions de rois, on entend souvent des rois qui ont vendu des esclaves. Oui, il y avait de l'esclavage dans nos sociétés, mais est-ce que l'esclave était perçu comme il vivait en Amérique? L'esclave dans nos sociétés était souvent quelqu'un qui pouvait même, au bout d'une génération, devenir membre de la famille. Ce n'était pas le même type d'esclavage. Je ne suis pas sûr que ceux qui entre guillemets, vendaient des esclaves imaginaient tout le mal et le tort qu'on leur causait. C'est-à-dire que les Africains qu'on accuse, comme peut-être aussi les Arabes, d'avoir participé à cette traite négrière, d'avoir vendu d'autres Africains, pensaient qu'ils les vendaient sans savoir ce qu'on allait faire d'eux, en fait. Les Africains, surtout, mais les Arabes, ils savaient très bien ce qu'ils allaient faire des esclaves. Mais les Africains ici ne savaient pas. Pas forcément, parce que l'esclavage n'avait pas forcément la même représentation dans les esprits, dans nos us. On a une conception de l'esclavage qui est quand même différente de ce monsieur qui doit travailler nuit et jour, souvent dans des conditions difficiles, transporté dans des conditions épouvantables et qui ont permis à un système d'enrichir tout un continent. Et naturellement, le continent qui s'enrichissait ne pouvait pas tout de suite, là, maintenant, mettre fin à ce système d'esclavage. Donc la longévité, vous l'expliquez par l'intérêt que ça avait pour ces grandes puissances actuellement. Mais il y a aussi, on a déjà abordé dans une émission précédente, il y a aussi, peut-être que ça perdure, quelque chose de culturel. On a justifié ça avec des sciences, des pseudosciences, si on peut le dire, pour dire que finalement, que c'est même une volonté divine, ce rapport de force et cette hiérarchie entre les races. Oui, c'est ce que, anthropologiquement et dans les cosmogonies, nous on retrouve. Parce que la couleur blanche, vous voyez, le mythe d'Abel et Caïn, à tort ou à raison, il y en a qui ont dit que le béni, c'était le blanc qui avait été tué par le noir. Et donc, c'est comme si un certain anathème déjà précédait ces choses-là. Et quand les Blancs venaient, en Afrique, la manière de décrire nos mœurs, nos arts, nos cultures, nos traditions, c'était de manière dédaigneuse. C'est-à-dire qu'ils étaient chez nous et ils trouvaient que ce que nous faisons était bizarre, voire anormal, voire animal. De telle sorte que ça créait de l'auto-justification. Parce que si vous arrivez quelque part et vous vous dites civilisé, que vous voyez que l'autre est sauvage, vous vous donnez une mission civilisatrice. Le mythe du bon nègre, du bon sauvage et de ceci et de cela. Et c'est en cela que, quand il disait, je souriais parce que, effectivement, dans la colonisation, il y a beaucoup de choses. Oui, avant la colonisation, il y avait beaucoup de guerres, les Africains s'entretuaient. Il y a tout un que sais-je qui est là-dessus, qui montre que, finalement, même avec la colonisation, il y a eu moins de morts que si les Blancs n'étaient pas arrivés parce que tout le monde guerroyait, on s'entretuait. Bon, moi, je ne sais pas la vérité de ce propos, mais ça me fait penser que si l'histoire est écrite par le chasseur et l'histoire est écrite par le lion, ça ne donne jamais la même chose. Donc, une manière de se donner bonne conscience
Et c'est quand, effectivement, la bonne conscience n'existait plus, puisqu'ils avaient combattu pour les droits de l'homme. Et on avait dit que les hommes naissaient libres et égaux en droit. Et ils ont eu cela en 1789. Après, c'est des droits universels. Ça heurtait maintenant les consciences avec le siècle des Lumières pour se dire, mais comment on peut se dire qu'on lutte pour les droits de l'homme, les hommes sont tous égaux, et que nous, on continue d'inférioriser tous les Noirs, le code noir et tout. Alors parlez-nous, messieurs, des grands mouvements de résistance, des peuples que l'histoire retient sur le continent africain. Car il y en a eu des mouvements de résistance et des personnalités qui ont tout fait pour sauver leur peuple. Oui, il y a eu de la résistance en tout temps et en tout lieu, de l'esclavage à la colonisation. Déjà dans les négriers, parce que négrier, ça désigne à la fois l'acheteur de bateaux. Donc déjà dans les bateaux, il y avait les premières révoltes qui étaient organisées par des esclaves eux-mêmes. Et il y a des bateaux qui ne sont même pas arrivés à destination. Voilà. Et même dans les champs de canne à sucre, de café, il y avait des révoltes avec des stratégies, des tactiques, je dirais plutôt des tactiques militaires bien organisées. Pour ce qui est de l'esclavage, pour ce qui est de la colonisation, on a eu aussi des résistances intéressantes. Quand on prend la Côte d'Ivoire, par exemple, tout l'espace Côte d'Ivoire est un espace de résistance. La résistance des Abès, dont on vous parle en 1910. Vous allez tout le pays baoulé avec Cassidier, le grand Guéguéban qui a résisté pendant 3 ans à la colonisation. Il y a le pays Bété avec Zoko Gbeli à Daloa qui a résisté. Il y a la résistance de Samori Touré. On peut élargir à Chaka Zulu, à l'Empire Ashanti qui imposait des défaites par moment aux Britanniques. Donc il y a eu toute cette organisation, toute cette résistance. Il faut lire par exemple pour la Côte d'Ivoire le livre de René Pierre Anouma sur les résistances aux conquêtes et vous verrez qu'il y a toute une organisation qui s'est mise en place pour faire barrage à l'esclavage et plus tard à la colonisation. Mais une résistance qui n'a pas suffi. Oui, je suis parfaitement d'accord avec lui qu'on n'a été que des résistants parce que la liberté est comme une soif naturelle de l'homme. C'est-à-dire, c'est pour ça que même ce jeu de domination, là où il n'existe pas, il y a des chances d'avoir la paix. Mais dès que quelqu'un sait qu'il sera intrinsèquement dominé, automatiquement, il sort ses griffes. C'est vrai que déjà dans les bateaux, quand les gens ont compris les enjeux, ils étaient enchaînés, où on les amenait. Il y en a qui ont déjà déclenché, il y en a même qui se sont suicidés. Et c'était Chaka Zulu, c'est partout que ça s'est passé ainsi. Et peut-être que nous avons été quelque part aussi victimes de notre cosmogonie. Parce que tel qu'on a accueilli les Blancs, peut-être que si on avait senti ce souffle de domination barbare qui allait devenir l'esclavage et autres, peut-être que les choses ne se seraient pas passées comme ça. Parce que dans certaines cosmogonies africaines, on dit que Dieu est blanc. Donc quand certains premiers blancs sont arrivés, dans certaines cosmogonies africaines, il se dit. Donc le fait de porter le blanc, de lui donner... Il y a des choses, une assistance naturelle. Et c'est ça aussi qui a permis pendant... Et ça fait que ça biaisait l'image du blanc. Parce que dans certaines années, on dit Dieu, grand Dieu blanc. De telle sorte que quand beaucoup ont vu les Blancs, ils ont pensé que c'était véritablement, vous voyez ce que je veux dire. Donc, ils se sont abandonnés jusqu'à ce qu'on comprenne véritablement ce qui nous arrivait. Et je suis d'accord avec lui, ça a donné toutes les résistances que ça a donné, et il peut dire quasiment jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'on ne comprendrait pas pourquoi des gens que nous avons accueillis, et toutes les grandes résistances, ça a été ça. Ça a été comme une trahison. Comment la colonisation a impacté le droit public international? Puisque finalement, on va prendre les territoires d'autres, les annexer quelque part. Quel impact ça a eu? Excellente question. Déjà, ceux qui occupent à cette époque, si on doit parler de droit international, c'est le droit des puissants. Voilà. Donc, il y a souvent des querelles entre eux. Donc déjà au XVIe siècle, l'Église va essayer de légiférer entre l'Espagne et le Portugal. Plus tard, élargit cette règle internationale, par exemple, installer son drapeau, etc., à tous les pays. Et on va aller même, dans l'introduction, vous en avez parlé, le Congrès de Berlin qui va légiférer. Donc ce droit international, nous subissons. Parce que nous, les peuples vaincus, ce n'est pas notre droit. Même si par moment, on est même piégé, puisqu'il y a des traités qui sont signés. Je donne l'exemple du traité avec le Sanvi, par exemple, dans lequel, de bonne foi, le roi signe un accord avec quelqu'un qu'il prend, comme il a dit tout à l'heure, pour un coopérant. Et plus tard, qui va être piégé parce que ça serait un dominateur. Donc, il y a d'abord un droit international qui bafoue carrément, mais totalement, les droits des Africains, des peuples qui sont vaincus. Il y a une sorte de droit avec les traités. On peut avoir
avec Amandouf, on peut avoir avec Kwame Bédié, par exemple, dans le Béni aujourd'hui, dans Bétier. Vous pouvez lire La Côte d'Ivoire par les textes de Guy Kanga et Simon-Pierre Kanza, où la plupart de ces traités sont repris. Il y a un droit local, bilatéral, en quelque sorte, entre le colonisateur, il n'est pas encore colonisateur, l'explorateur qui arrive et les peuples qui trouvent, mais très tôt, ce droit aussi est bafoué pour l'instauration de la colonisation qui devient un droit administratif européen au mépris total de tout ce qu'on peut avoir comme droit sur nos... Alors, ça, c'est au niveau des États, mais justement, Dr Lille, comment l'organisation de la colonisation va impacter les relations entre les peuples des pays colonisés et puis colonisateurs? Ce qu'il a dit, la société devient une conséquence. Quand vous n'avez vos règles, parce que chaque peuple a ses règles, a son organisation, et nous étions millénaires. Et ça a toujours été notre problème avec l'Occident, que tout se passe sur fond de trahison. Ils parlent de trahison, mais dans nos relations, ils nous ont toujours trahis. C'est-à-dire qu'ils nous font signer des choses que nous ne comprenons pas. Ils se font passer pour nos amis alors qu'ils ne le sont pas, de telle sorte qu'à un moment donné, ils sont obligés, parce que étant donné qu'ils sont passés déjà avec le droit et le militaire, ils ne travaillent que sur un schéma d'assimilation pour se donner bonne conscience. À savoir que tout ce qu'ils font, c'est pour notre bien. La preuve, ils se disent que ce continent, nous on l'avait, mais on ne faisait rien avec, entre guillemets, pour parler comme les jeunes d'aujourd'hui. Donc c'est eux qui ont amené le bateau, c'est eux qui ont amené la route, c'est eux qui ont amené... C'est comme s'ils sont venus, et je reviens encore sur ce thème de civilisation. Alors qu'on le sait très bien qu'en sociologie, en matière de peuple et de société, il n'y a que des différences. Il n'y a pas de suprématie. Sinon, ça s'appelle l'ethnocentrisme et ça s'appelle le racisme. Penser que nous, on est au-dessus, on vient avec nos règles et on les impose aux gens, ça s'appelle purement et simplement du racisme. Pour parler du brassage, on va poursuivre la conversation. La colonisation, c'est aussi un brassage culturel, hein, vous venez d'en parler, qui a favorisé des cultures par rapport au profit... certaines cultures ont été favorisées par rapport à d'autres, au détriment d'autres, mais on reproche souvent à nos États d'être dans le mimétisme. Vous nous dites qu'on avait une culture, une civilisation qui est millénaire, qui existait avant l'arrivée des Occidentaux. Mais Dr Lille et Arthur Banga, très honnêtement, quelle est la part d'africanité qui nous reste, qu'on a conservée sur ce continent? Qu'est-ce que cela signifie aujourd'hui d'être un Ivoirien, d'être un Guinéen, et un Ivoirien on parle en français actuellement, d'être un Guinéen, un Bissau-Guinéen qui parle portugais. Vous le dites, nos frontières ont été délimitées par d'autres. Être un Nigérien qui parle anglais, qu'est-ce qui nous reste d'Africain, à part la couleur de peau? Nous, on pense que la culture, comme diraient certains, c'est ce qui reste quand on a tout oublié. Ce n'est pas un habit qu'on enlève. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous sommes dans une culture et logique métisse. Vous l'avez dit, ça commence par la langue. S'exprimer dans sa langue, c'est garder beaucoup de subtilité, de compréhension, de vision et de représentation du monde. Dès que vous commencez à parler en français, vous traduisez, vous trahissez. Donc vous perdez beaucoup de votre personnalité et de votre culture. Mais néanmoins, il nous restera toujours, c'est ce que nous appelons les survivances. Quand on se voit, on sait qu'on n'a pas vu des Blancs. Il y a des choses que les Blancs font qui nous choquent encore. Donc on a encore des survivances. Sinon, on a été tellement délavé parce que c'est un phénomène d'acculturation. Et de déculturation brutale. Le blanc a voulu tout effacer pour le blanchir. Ils nous ont tapé sur la tête, ils nous ont mis à l'école, on avait des symboles, tu parles ta langue, on te fait ceci. Quelqu'un vient, on dit c'est un gars. Mais les cheveux, les femmes, merci beaucoup. on est toujours à tendance à, vous avez raison, aller vers les cheveux raides et cacher nos cheveux crépus. C'est à ça que je veux venir avant même de répondre à la question. Les gens pensent aujourd'hui colonisation, mais les conséquences énormes dans la mentalité des gens, vivent 4 siècles de violence, d'esclavage et vivent encore 2 siècles, on poursuit dans certains pays de colonisation, en termes de broyer ce qu'on a comme humanité, c'est énorme. Les conséquences sont énormes. Voilà. Mais aujourd'hui, on a encore des leviers. D'ailleurs, heureusement, nous sommes au musée de la civilisation, qui aujourd'hui essaie c'est un exemple des survivances, comme dirait tout à l'heure le collègue de nos traditions. Mais aujourd'hui, il y a des pratiques.
à Abidjan, en pleine Abidjan. D'ailleurs, il faut féliciter les Hébriers qui maintiennent encore des fêtes de génération. Il y a le Poro chez les Sénoufo, il y a le village, les funérailles, la danse. Je veux dire, il y a encore une part de tradition. Il y a beaucoup de traditions. Et justement, on doit s'appuyer sur cette tradition-là pour pouvoir participer à la mondialisation. Il ne faudrait pas que nous subissions la mondialisation même dans sa culture. Voilà, il faudrait qu'on ait aujourd'hui des outils. On a des outils intéressants qui sont même modernes. Aujourd'hui, grâce à des chanteurs comme Alpha Blondy, le reggae se chante en malinké, Kadim te chante le reggae en baoulé. Voilà, il y a donc encore de l'espoir. Il faut revenir, par exemple, à apprendre la langue aux enfants, des choses qui vont nous permettre justement de conserver cette africanité en dépit de quand même 6 siècles. C'était énorme ce qu'on a subi comme désastre sur le plan culturel. Sans oublier qu'aujourd'hui, les intellectuels ont une grande contribution. Aujourd'hui, l'histoire de l'Afrique doit être écrite par eux. L'histoire, la sociologie africaine, c'est nous. Parce que quand on vient, on dit Max Weber a dit, Karl Marx a dit, tel a dit... Nos références intellectuelles. Voilà, on se fait voir, on est content, on a fait nos études en Europe. Mais en quoi l'Afrique profite de cela? Et nous-mêmes, c'est-à-dire que ce sont des nègres, des noirs à la peau blanche. D'ailleurs, des blancs. je voulais terminer par inviter les téléspectateurs à se rendre dans nos différentes universités, dans les bibliothèques, pour aller voir les travaux qui sont dirigés par les professeurs, les mémoires qui sont soutenus. Voilà. Il y en a plein qui vont vous faire revivre l'histoire, la sociologie, l'anthropologie. Nous sommes bien nouveau au département d'histoire de l'université Fils-Fouet-Bagny pour discuter avec vous. Et bien, on espère que cette émission va contribuer à, si ce n'est faire comprendre la colonisation, au moins susciter l'intérêt de nos téléspectateurs, notamment les plus jeunes, sur cette partie sombre de l'histoire. Merci monsieur, c'est la fin de la première partie d'émission spéciale consacrée donc à la colonisation. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure et mêmes invités. À bientôt, restez sur RTI 1.